Donc dans le chapitre précédent, on a mis en place l'interface et dans le chapitre avant celui-ci, on avait mis en place notre machine. Donc dans ce chapitre, nous allons connecter les deux afin de permettre aux joueurs de jouer hors ligne. Donc d'abord, il faut réfléchir à qu'est-ce qui nous intéresse finalement au niveau de notre système. On va avoir besoin du state, de l'état de notre machine pour savoir où est-ce qu'on en est. On va avoir besoin du contexte pour récupérer des informations concernant le jeu. On va avoir besoin d'envoyer des choses à la machine, des événements, donc on aura besoin d'une méthode send, et on aura aussi besoin d'une méthode qui nous permettra de vérifier si l'utilisateur a le droit ou non de faire telle ou telle opération, ce qui nous permettra de désactiver le bouton et de faire différentes choses. Donc tout de suite, on va s'imaginer créer un hook qui va nous simplifier la vie. Donc dans mon dossier front, je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler hooks, et on va s'imaginer avoir un hook qui va s'appeler useGame. Il va se situer donc dans un fichier TypeScript, et on va tout de suite exporter notre fonction useGame. Pour pouvoir passer comme ça des informations qui vont permettre d'être accessibles par différents composants dans notre structure, la meilleure solution c'est d'utiliser un contexte. Ça nous permettra d'avoir une machine qui sera partagée par tous les composants de notre application. Donc je vais d'abord créer un type qui va correspondre à ce que j'attends, et on va l'appeler GameContextType. Donc dans ce type, je m'attends à avoir, comme je l'ai dit, l'état qui sera de type GameStates. Ensuite, je m'attends à avoir le contexte qui sera de type GameContext. Je m'attends à avoir une méthode send qui me permettra d'envoyer un événement. Donc là, ça prendra un paramètre qui sera de type GameEvents. Et au niveau des retours, je suis intéressé par pas grand chose, donc je vais mettre void pour l'instant. On va aussi avoir une méthode can, on lui passera un événement et c'est censé nous renvoyer un booléen pour nous dire si oui ou non on a le droit de faire l'opération en question. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Donc je vais à partir de ça créer un contexte. Donc je vais faire une variable contexte et je vais lui demander de faire un create context. Et on va créer un nouveau contexte qui par défaut sera vide. On va juste lui préciser que le contexte contiendra quelque chose qui correspondra à ce type. Donc là, on doit mettre l'état initial de notre contexte. Ça, c'est intéressant si on utilisait un useContext sans jamais avoir de contexte parent. Vu qu'on sait que nous, ça va être le cas, là, je vais spécifier ça. C'est un peu dégueulasse, mais vu que je sais que mon contexte va être rempli, je n'utiliserai jamais ce morceau de code. Donc, c'est pas gênant. Sinon, si vous voulez éviter ça, il faudrait mettre des valeurs initiales. C'est-à-dire ici, par exemple, dire je te donne l'état initial, je te donne le contexte initial, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pour l'instant, voilà, on va rester sur ça. Vu qu'on a ce contexte, il va falloir créer un provider. Donc je vais exporter une fonction que l'on va appeler GameContextProvider, qui sera un composant qui nous permettra de générer notre contexte. Cette fonction, elle va prendre en paramètre quelque chose qui sera children, et on va lui préciser que ça sera des props with children. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau dans React. C'est tout simplement un type utilitaire auquel on peut passer les différentes props et qui rajoute automatiquement children. C'est plutôt pratique. Au niveau du type de retour, l'avantage c'est que moi j'ai déjà généré mon contexte en haut. Donc je vais lui dire simplement d'utiliser le provider. Hop. Et à l'intérieur, on va avoir nos enfants, children. Alors je réalise maintenant que j'ai appelé ce fichier usegame.ts alors que finalement on a du tsx. Donc je vais renommer ça en usegame.tsx. Voilà, comme ça mon éditeur va un petit peu mieux comprendre ce que je cherche à faire ici. Le problème, c'est que maintenant, pour notre contexte, il va nous falloir préciser les différentes informations. Donc pour le state et le contexte, ça se fait assez facilement parce qu'on peut l'avoir au niveau de notre machine. Donc dans le cadre de xState, on a la possibilité d'avoir un hook qui est déjà préconçu, qui est le hook useMachine. Pour l'utiliser, on va importer ça, mais je vous invite à regarder le code source. Il existe différents adapteurs en fonction des librairies que vous utilisez, mais ça s'adapte assez facilement avec d'autres librairies. Donc si vous utilisez quelque chose qui n'est pas supporté nativement par xState, ce n'est pas gênant, vous pouvez vous créer votre hook personnalisé. Donc je vais rajouter xstate/react. Au niveau ici de mon GameContextProvider, je vais lui dire maintenant, je veux faire un const, et on fera un useMachine, qui sera donc importé depuis xstate/react. Et on va utiliser notre machine que l'on a créée au niveau de notre premier chapitre, notre GameMachine. Donc ce hook-là, il nous renvoie pas mal d'informations et il nous renvoie en fait l'état de notre machine et la méthode send qui permet d'envoyer des choses. Donc ici, je vais lui dire, ok, je veux l'état et je veux send. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'envoyer directement ça. On veut l'état qui correspond vraiment à la chaîne de caractères, par exemple lobby, jeu ou autre. Donc là, on lui dira que ça sera state.value. J'ai besoin du contexte. Donc le contexte, ça sera de type state.context.
Je vais aussi avoir besoin de la méthode send, ben ça c'est plutôt pratique parce qu'elle existe déjà. Et après, je vais avoir besoin de la méthode can. C'est finalement la dernière méthode qui va nous manquer. Pour l'instant, je lui dis, ça renvoie false quoi qu'il arrive. Il ne comprend pas ici que la valeur est de type GameStates, donc on va lui préciser, hop, et ça fonctionne bien. Donc là, on a notre contexte que l'on va pouvoir utiliser dans le reste de notre application. On verra la méthode can juste après. Donc au niveau maintenant de ma fonction principale, main.tsx, on va entourer notre système d'un Game Context Provider. Et ensuite, on met notre application à l'intérieur et on ferme notre Game Context Provider derrière. Vu que toute notre application est entourée, on peut maintenant repartir au niveau du hook et lui dire, à ce niveau-là, je vais faire un return de use context et je vais utiliser le contexte de notre contexte plus haut. Voilà. Ça va nous renvoyer un objet qui contient pile poil ce qu'on a besoin d'avoir. Je ne sais pas si le type a besoin d'être précisé, mais au pire, voilà, vous le rajoutez et ça devrait fonctionner. Alors on va faire un petit exemple concret, on va s'imaginer ici essayer de récupérer la grille et les différentes infos. Donc on va commencer par créer un premier écran dans notre application qui sera le lobby. Donc au niveau de notre dossier front, je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler Screens, et dedans on va mettre le lobby screen. L'avantage, c'est qu'on avait créé les composants donc qui vont recevoir des choses et on va maintenant pouvoir utiliser notre super hook pour pouvoir injecter les choses dont on a besoin. Donc dans mon application, j'ai besoin de savoir dans quel état on se trouve. Donc je vais pour l'instant vider tout ce que j'ai fait. Pof. Et on va réutiliser notre hook pour savoir dans quel état on se situe. Donc on va faire un const, on récupère que le state depuis le useGame. On va ensuite lui dire si on est dans le lobby, donc si le state est égal à GameStates.lobby, dans ce cas-là, je veux afficher le lobby. Ici, je vais devoir créer ce composant-là, donc je vais plutôt utiliser le petit template que j'utilise depuis le début de cette vidéo. Donc là, on va lui dire c'est lobby screen, voilà, histoire qu'il prépare un petit peu notre structure. Et dans mon app.tsx, je lui dis d'utiliser le lobby screen. Et à l'intérieur, je pourrais aussi utiliser mon hook. Alors soit je pourrais lui envoyer les informations depuis l'application parente, depuis mon app, soit je me dis je vais utiliser le hook dès que j'en ai besoin. Je m'en fiche un petit peu que ça soit dépendant finalement de notre contexte. L'intérêt, c'est surtout les composants qu'on a séparés qui peuvent être utilisables dans des tests ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment des écrans et ça dépend tellement du contexte du jeu qu'on s'en fiche à ce niveau-là. Sinon, il faudrait séparer en deux composants. Donc ici, on va lui dire, finalement, il faut que les utilisateurs puissent choisir une partie. Donc on va utiliser le nameSelector. Lorsque l'on sélectionne un nom, il va falloir envoyer quelque chose. Donc on va récupérer au niveau de notre machine la méthode send, c'est tout ce qui nous intéresse pour l'instant, et on fera un useGame. Lorsque l'on sélectionne un nom, ça prendra en premier paramètre le nom du joueur, et je lui demanderai de faire un send, et on va utiliser quelque chose qui sera de type, du coup, join, c'est l'événement qui permet de rejoindre une partie. Pour cet événement, on a besoin d'un name, moi je mettrai name, et pour l'instant on n'a pas de système de player ID, donc je lui donnerai le name comme ID. Voilà. Ensuite, on avait le système qui permettait de sélectionner des couleurs. Donc là, pour l'instant, au niveau de la sélection, on va pouvoir lui dire, il faut que tu envoies une sélection d'équipe. Donc on lui dira, on select, tu récupéreras une couleur, et tu lui diras de faire un send. Donc ça va être quelque chose de type choose_color. On a besoin de lui passer la couleur, ça tombe bien, on l'a déjà. Et on a besoin aussi de lui passer le player ID. Donc pour l'instant, on lui donnera John comme ça en toutes lettres. On verra plus tard. Pour la liste des joueurs, on peut l'extirper depuis le contexte. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire en fait, j'ai besoin du contexte. Et comme ça, je peux récupérer les joueurs. Ensuite, on a besoin de lui passer les couleurs. Donc les couleurs, on n'en a que deux. Donc là, on va lui dire, je vais avoir une const colors. Et je vais lui dire que ça sera la couleur jaune et la couleur rouge. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça on pourrait le séparer dans une fonction pour aller un petit peu plus vite. Mais on devrait être bon. Donc si je sauvegarde, hop, on voit bien qu'au niveau de nos composants, ça s'affiche. Et on va pouvoir rentrer notre premier joueur. Ici, on va mettre John. Lorsque je clique sur choisir, on voit bien que notre joueur apparaît parce qu'il est maintenant dans le contexte. Si je choisis un autre joueur, Marc, il peut rejoindre l'équipe. Si je choisis encore un autre joueur, il ne pourra pas rejoindre l'équipe parce qu'on est déjà au complet. Et si maintenant je clique sur une couleur, c'est censé me mettre jaune. On voit que ça ne fonctionne pas. Apparemment, j'arrive pas à cliquer sur les boutons, je n'ai pas le curseur qui se met sous forme de pointeur, donc je pense que c'est plus un problème de CSS ici que de React. Donc ce que je vais faire, c'est au niveau de je vais revenir sur mon color selector. On va toujours garder les boutons, mais on va plutôt mettre le disque à l'intérieur de l'élément bouton.
Donc je vais retirer ça, voilà. Et à l'intérieur de mon bouton, mettre une div qui va avoir comme classe ce que j'avais mis auparavant directement au niveau du bouton. On voit que là, ça nous donne bien la zone cliquable. Donc je clique ici sur le John et on voit bien que ça me donne John qui a choisi la couleur jaune. S'il clique sur rouge, il change de couleur. Et maintenant, il me faut un moyen pour que Marc puisse choisir aussi sa couleur. Donc au niveau du lobby screen, on va lui dire, pour l'instant c'est temporaire pour tester, si la couleur est égale à la couleur jaune, ben dans ce cas-là c'est John qui choisira, hein, c'est logique, et sinon ça va être Marc qui choisira. Voilà. Donc si je clique sur jaune, c'est John qui le choisit, et en rouge c'est Marc. Donc maintenant ils ont la possibilité de démarrer la partie. Donc on va rajouter un petit bouton ici qui permettra de démarrer la partie. Un bouton, démarrer. On lui donnera la classe BTN et on lui dira, on clique, on veut que tu fasses un start game. Je vous conseille, plutôt que de faire les méthodes comme je l'ai fait ici, de vous créer les méthodes en amont. Je trouve que le code sera beaucoup plus clair. Donc là, on va l'appeler choose color. Ensuite, on va avoir une méthode join game. Et on va mettre plutôt les choses à ce niveau-là pour plus de clarté. Faut juste par contre typer ça convenablement, sinon on va avoir des problèmes. Pour le choose color, pareil, on passe cette méthode-là. Et on lui dira que ça sera de type player color. Donc je peux lui dire là, je rejoins l'équipe, là je choisis une couleur, et ensuite il nous faut la méthode start game. Donc pour le start game, je ne sais plus vraiment à quoi ressemblait l'événement, donc pour l'instant on va lui mettre rien. Et on lui dira, je veux faire un send start game. Et est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Hop. On a besoin du player ID, donc on va dire que c'est John qui démarre la partie. Et on mettra peut-être un petit paragraphe autour, histoire d'avoir de l'espace. Voilà. Donc ce bouton démarrer, on aimerait bien qu'il soit désactivé si on ne peut pas démarrer la partie. Par exemple, quand je suis ici, on a le premier joueur qui rejoint, le second, et ensuite, là on ne pourrait pas démarrer la partie parce qu'à l'heure actuelle, les deux joueurs n'ont pas choisi de couleur. Donc c'est là qu'on a besoin d'implémenter la dernière méthode qui nous manquait, c'est la méthode can. Et ça, on en a déjà parlé lorsqu'on a parlé des tests. On avait vu que quand on effectuait une transition, il était possible de vérifier est-ce que la transition avait effectué un changement grâce à la méthode changed. Bon, on peut faire la même chose à ce niveau-là. On peut lui dire, au niveau de la méthode can, je vais prendre en paramètre un événement qui sera donc de type GameEvents, et je vais regarder est-ce que la transition change quelque chose. Mais je ne veux pas envoyer la transition parce que sinon ça effectuerait le démarrage de la partie par exemple. Donc là, je peux me baser sur ma game machine, lui dire je veux effectuer une transition. Cette transition, elle va dépendre de l'état de notre machine que l'on a au-dessus ici. Et ensuite, je vais lui passer en second paramètre l'événement. Donc moi, ça sera de type GameEvent. Ça va nous donner une transition et j'ai juste à regarder est-ce qu'elle fait un changement. Si elle fait un changement, ça veut dire qu'effectivement, on peut faire l'événement, sinon ça veut dire qu'on ne peut pas. Et là, on transforme ça en booléen avec un double point d'exclamation. Si maintenant je reviens au niveau de mon lobby, je peux ici créer une méthode can start et je vais lui dire on peut démarrer si effectivement on a un can que l'on importe depuis notre use game. Et on va lui dire j'aimerais bien démarrer la partie en tant que John. Donc je lui passe le même événement que j'ai ici. Je pourrais utiliser ce que j'ai fait dans mon game model pour créer les événements, mais pour l'instant on fait ça juste comme ça. Maintenant je lui dis effectivement c'est disabled si on ne peut pas démarrer la partie. Je réactualise ma page et le bouton ici devrait être disabled. Je n'ai pas forcément de retour visuel parce que je n'ai pas prévu le CSS pour ça. Donc rapidement, je vais juste mettre une petite règle sur les boutons. Et on va lui dire que les boutons qui sont disabled, ils prennent une opacité plus légère. Donc on aura les buttons disabled avec une opacité à 0,5. Voilà, donc là, le bouton est bien opaque. Je fais John, je fais choisir, je choisis ensuite Marc. Je mets jaune et rouge, et là, le bouton devient actif parce qu'on peut effectivement démarrer la partie. Donc, il ne nous reste plus qu'à démarrer cette partie et gérer le cas suivant. Peut-être ici, dans ma méthode start game, je vais rajouter un prevent. Voilà. Il faudrait idéalement rajouter les prevents partout où on en a besoin. Voilà, pour éviter qu'il soumette un formulaire si c'était entouré d'un formulaire. Donc là, on a notre lobby screen où on peut choisir et démarrer notre partie, c'est impeccable. Maintenant, on va avoir un nouveau fichier qui va être le play screen.
Donc je vais créer un nouveau composant qu'on va appeler PlayScreen.tsx. Au niveau de cet écran, il n'y a pas grand chose à dire, on va juste afficher les infos du jeu. On a besoin de la couleur et du nom du joueur. Bon, ça c'est facile à récupérer, on peut faire un useGame et récupérer ça depuis le contexte. Contexte égale useGame. À ce niveau-là, j'ai besoin de la couleur que je peux récupérer en faisant context.currentPlayer, mais en fait ça me donne que l'ID. Donc là on va créer une nouvelle constante qu'on va appeler player, on va utiliser la méthode currentPlayer et on va lui passer le contexte. Ça nous donne un joueur et on peut lui dire à ce niveau-là, j'ai besoin de la couleur du joueur en cours, player.color, et j'ai besoin aussi de player.name, voilà, pour afficher les informations de ma partie. Et je lui dirai que ça sera forcément défini parce qu'à cette étape du jeu, on a déjà défini une couleur, donc il n'y a pas de problème. Je vais maintenant pouvoir utiliser mon PlayScreen au niveau de mon application, donc dans mon app.tsx, je vais pouvoir lui dire, si on est dans l'état Play, dans ce cas-là, je vais afficher le PlayScreen. Ce que je peux faire, c'est peu importe dans quel état je me retrouve, je vais afficher la grille quoi qu'il arrive. Donc en dessous, je vais lui dire, je vais afficher la grille, et je vais lui dire ici, la grille, elle sera dans mon contexte, donc j'ai besoin de l'importer aussi ici, et ça sera contexte.grid. Voilà, pour l'instant, pas de méthode select ou quoi que ce soit. Donc je réactualise la page, on me demande bien de sélectionner un pseudo, donc je vais choisir ici John, hop, puis ensuite Marc, je choisis les deux couleurs, je démarre la partie, et on voit que c'est bien au tour de John de jouer. Si j'attends un petit peu trop longtemps, il me semble que j'avais mis le système de délai, mais ça changerait de joueur automatiquement. Je ne sais pas si je l'avais gardé ou pas, peu importe. Maintenant, il me faut pouvoir déposer des pièces dans notre petit damier. Alors je me dis que l'idée du joueur courant, plus tard quand on va se connecter avec le serveur, ça sera géré en interne. Donc ça pourrait être intéressant de se dire que notre contexte va contenir l'idée du joueur qui est en train de jouer. On va l'appeler PlayerID. Dans le cadre d'une connexion avec le serveur, ce PlayerID correspondra à l'idée de la session utilisateur. Dans notre cas ici, on ne va pas s'embêter. On va dire que par défaut, c'est une chaîne de caractères, où on peut se baser sur le type player que l'on a déjà écrit. Et on va lui dire plutôt que le PlayerID sera automatiquement hérité de l'état de notre machine. Ça sera un state.context.currentPlayer. L'avantage, c'est que si on considère que ce PlayerID, on l'a par défaut, on peut modifier notre méthode send et lui dire que finalement, send, on n'a plus besoin de lui envoyer le PlayerID. Le PlayerID serait automatiquement injecté à partir de cette propriété-là. Donc à ce niveau-là, on va peut-être séparer ce code-là en amont pour éviter de l'écrire deux fois. Hop. Ça nous permet ici de se passer de ça. Et là, on lui dira, en fait, la méthode send, elle n'attend pas un événement complet, elle va attendre un événement auquel on peut omettre le PlayerID. Donc on lui dira omit dans cet objet-là la propriété PlayerID. Et fait la même chose aussi pour can du coup. Lorsque j'utilise la méthode send, je vais recevoir donc un événement. Donc ça sera un événement qui sera partiel avec le PlayerID qu'il manquera. Et je peux lui dire envoie ça à notre machine à état, pré-remplis le PlayerID parce que ça tu peux le récupérer grâce à cette propriété-là. Et ensuite tu remplis les différentes informations à partir de ce qui sera envoyé. Pour éviter les problèmes de type, je vais lui dire si ça n'existe pas, si c'est nul ou undefined, renvoie une chaîne de caractères vide. Comme ça au moins le PlayerID sera toujours du bon type. Il râle ici un petit peu, donc je vais lui dire c'est pas grave, c'est un game events. Voilà, et on fait la même chose au niveau de can, donc plus besoin de préciser un type à ce niveau-là, et on va lui dire c'est la même chose, on effectue une transition et l'événement sera de ce type-là. Voilà. On laisse toujours la possibilité à l'utilisateur de d'écraser ça pour l'instant pour pouvoir choisir le PlayerID. C'est utile notamment dans les méthodes de démarrage. Ce qui fait que dans mon écran de lobby, lorsque je souhaite démarrer une partie, je n'ai plus besoin de lui placer le PlayerID. Pareil pour cette méthode-là. Je vais le laisser surligner les autres choses en rouge. Pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Et ça permettra à notre système de fonctionner un petit peu plus simplement. Si ici, je choisis notre pseudo, on va mettre John, on remet Marc, hop, on choisit la couleur, hop, on clique sur démarrer, on voit que ça démarre sans aucun souci. Ce que l'on peut faire, c'est au niveau de ce système de grille, lui dire que finalement, on veut déposer un token à la ligne indiquée.
Bon, ça se fait très simplement vu qu'on a quand même bien préparé le terrain en amont. Donc on va aller dans notre application ici et on va lui dire on drop. C'est une fonction qui prend en paramètre x et on va lui dire de dropper le token à un endroit donné. Donc on va ici créer une méthode qu'on va appeler drop token. Ça va être une méthode qui prendra x qui sera de type number et qui va utiliser donc la méthode send au niveau de notre contexte. Donc on va utiliser ici send et on va lui demander d'envoyer un événement qui sera de type drop token. On lui donnera la position en x qui sera x du coup qui correspondra au paramètre et je n'aurai besoin de rien d'autre parce que le player ID est automatiquement envoyé. À ce niveau-là, je peux lui dire maintenant je veux que tu droppes le token. Par contre, on va vérifier est-ce qu'il a le droit de déposer. S'il a le droit de déposer, c'est qu'on est dans l'état de jeu. Donc on va mettre ici un const can drop. Ça sera valable si le state est égal à GameState.play. Et on lui dira que le drop token, si effectivement on est dans le bon état, c'est-à-dire que si on a le droit de dropper, ben, on déclare cette fonction. Sinon, on renvoie undefined. Comme ça, onDrop recevra undefined et on n'aura pas l'option de déposer une pièce dans cette phase-là. On a aussi besoin de lui passer la couleur courante. Donc ça, on peut la récupérer en récupérant le joueur courant, en faisant un current player du contexte, et en lui disant, ben là, je vais t'envoyer tout simplement la couleur du joueur. Ça accepte undefined, donc il n'y aura pas de problème de type à ce niveau-là. Alors je vais sortir mon inspecteur, juste pour voir qu'est-ce qui ne lui va pas ici. Hop. Et il me dit impossible de récupérer le joueur courant. Du coup, on va lui dire ben, si on peut dropper, c'est qu'effectivement on a besoin de la couleur. Dans l'autre cas, on renvoie un objet vide parce que pour l'instant on n'a pas de joueur. Donc là, on voit bien qu'on ne peut pas dropper. On rechoisit nos joueurs, John et Marc. On choisit jaune et rouge. On démarre la partie et on voit que c'est le jaune qui joue. Je vais déposer ma pièce ici et la pièce se dépose bien. Je dépose ici et voilà. Donc je vais aligner les pions. Hop. Je ne suis pas très bon en puissance 4, je ne sais pas si je l'ai précisé. Voilà, et là on a bien gagné, on est dans l'état de victoire. On voit que l'élément s'est enlevé et c'est bon. Il nous manque peut-être l'animation de drop, mais on va voir ça juste après. On a un premier problème à régler. Ici, il râle sur tous les types. En fait, il ne s'attend plus à recevoir les propriétés des types correspondants et c'est pas très pratique. Alors, je vais vous expliquer le problème. Là, on va lui dire à la limite c'est undefined et là on mettra un point d'interrogation. En fait, le souci, c'est qu'il ne comprend pas du tout quand on fait au niveau de notre use game, ce truc-là, le omit, il n'arrive pas à le faire correctement sur un union type et j'ai l'impression qu'il sort un peu n'importe quoi. Donc ce n'est pas gênant parce qu'il y a une solution pour ça, c'est que vous pouvez lui dire que ces fonctions-là vont dépendre d'un générique T qui va extends des différents types d'événements que l'on peut avoir, qui vont être donc tout ce que l'on a au niveau des game events dans la propriété type. Ensuite, l'avantage, c'est qu'au lieu d'omit directement dans Game Events, on va omit dans Game Event qui correspondra au type. Voilà. Et je peux lui rajouter aussi qu'on a un type d'union, en fait, où le type correspondra à T. Comme ça, normalement, il devrait inférer correctement les choses. Donc je vais sauvegarder, je reviens dans le lobby screen, et on voit que ça ne pose plus de problème. Si ce n'est que maintenant, il va râler à chaque fois qu'il voit un Player ID, parce qu'il se dit « Ouais, mais en fait, tu m'as dit que c'était optionnel. » Donc là, je lui dirais en fait... Le player ID peut être précisé à ce niveau-là. Donc, le player ID peut être une chaîne de caractères. Voilà. Et là, dans ce cas-là, on a une signature qui correspondra. On l'affinera plus tard parce que le player ID ne sera plus du tout nécessaire lorsque l'on fera la version en ligne. Mais là, à l'heure actuelle, pour faire la version offline, c'est vrai que de temps en temps, on peut avoir besoin d'overrider ça. Donc, on est obligé de garder cette signature. Voilà. Et là, nos types fonctionnent à nouveau. Donc si on revient à notre problématique, là la problématique c'est l'animation. J'aimerais bien qu'elle fonctionne quand même, c'est une grosse partie du feeling du jeu. Donc pour éviter de s'embêter, on va modifier notre machine et on va la mettre dans un état qui nous conviendrait plus. Nous on veut pouvoir jouer, donc on va mettre play en état initial et au niveau du initial context, on va prendre tout ce que l'on a par défaut et nous modifier des informations comme la liste des joueurs par exemple. Donc on va lui dire que j'aimerais bien avoir 2 joueurs, donc dans Players, on aura un premier joueur qui aura comme Player ID John, on avait dit. On va lui donner un nom qui sera John, et on va lui donner une couleur qui sera jaune. Ensuite, on va choisir un autre joueur qui aura l'idée Marc, qui aura comme nom Marc aussi, et on va lui donner comme couleur la couleur rouge.
Et on va aussi modifier le current player pour dire que le joueur en cours, ça va être John. Voilà. Ce qui nous permet automatiquement de se retrouver dans le bon état. Je dépose ma pièce et ça ne fonctionne toujours pas. C'est tout simplement dû au fait que notre pièce a une animation par défaut, mais en fait, elles sont animées tout au début, ici, quand elles n'ont pas encore de yellow ou de rouge. Donc nous, il faudrait lui dire à ce niveau-là, en fait, je ne veux que tu animes que si le disque a une couleur. Donc dans mon CSS, plutôt que de placer l'animation sur disque, comme je l'ai fait, ici, je vais lui dire, en fait, cette animation, elle ne se déroulera que sur les disques qui sont dans la grille et qui sont jaunes, donc disque yellow, et les disques qui sont rouges. Donc ça sera disque red. Et dans ce cas-là, on aura effectivement une animation qui ne se déclenchera qu'au moment du disque correspondant. Donc je dépose ici, et on voit bien que ça fait ça. Voilà, et hop, on a notre effet d'animation. Bon, maintenant on va arriver à l'écran de victoire, donc on va revenir au niveau de notre application. Et dans notre application, on va lui dire, bon, ben, si on est dans l'état de victory, on veut utiliser directement notre victory screen. Hop. Ce composant, on va le créer. D'ailleurs, je réalise que j'ai deux dossiers. Hop. On va créer un nouveau React TS Component qu'on va appeler victory screen. À l'intérieur, on va lui dire d'utiliser le contexte et on va utiliser le composant que l'on avait déjà écrit, victory, hop, qui a besoin de la couleur et du nom du gagnant. Donc ça, on peut le récupérer au niveau de notre contexte. Donc on va lui dire, j'ai besoin d'extraire le contexte depuis notre useGame et je vais récupérer le joueur qui correspond grâce à mon current player. Je lui passe en paramètre le contexte et je sais que je vais obtenir un joueur. À ce niveau-là, je lui passe la couleur, hop, qui je sais va exister, et je lui passe aussi le nom du joueur qui existera aussi. Donc lorsque on continue et on joue notre partie jusqu'au bout, hop, une fois que j'ai gagné, je vais arriver à cette étape-là. Je vais sortir juste un petit peu la console pour voir. Il me dit que Victory Screen n'est pas défini parce que pour l'instant, effectivement, je n'ai rien mis. Donc là, hop, je fais ça. Il serait aussi tout aussi simple de se dire qu'on pourrait, à ce niveau-là, plutôt que de faire le Victory Screen, directement utiliser le composant Victory avec les informations que l'on a déjà. Donc là, vous pouvez vraiment adapter en fonction de vos besoins. Et on va faire la même chose avec l'égalité. Et on va créer un écran d'égalité. Moi, j'aime bien avoir cette séparation parce que ça me donne un peu plus de flexibilité plus tard. Draw Screen. Et on peut, ici, aller lui dire qu'on a une égalité grâce au composant qu'on n'a pas du tout prévu. Effectivement, on n'avait pas prévu d'écran d'égalité. Donc on va peut-être juste reprendre cette partie-là. Hop, ouais, à la limite, on va tout prendre. Et on va créer un nouveau composant qu'on va appeler draw.tsx. Hop, je vais copier tout et je vais remplacer tout ce qui est victory par draw. Au niveau des props, on n'a pas besoin de la couleur et du nom du joueur parce que finalement c'est une égalité. Donc ça, on le retire. On aura toujours besoin de la méthode restart qui permettra de démarrer la partie. Et ici, on va mettre tout simplement dommage, c'est une égalité. Je peux alors revenir sur mon draw screen et aller lui dire finalement, un petit peu comme le victory screen, alors hop, ici, on va avoir besoin d'une méthode qui permettra de redémarrer, donc on va faire un const restart, et on lui dira qu'il faudra utiliser la méthode send, et on lui dira de faire un send en renvoyant le type restart. Le joueur, le player ID, on l'a automatiquement. Et ça va être une méthode du coup. On lui passera cette méthode-là au niveau du onRestart. On fera la même chose pour l'écran d'égalité. Sauf qu'on va utiliser le composant draw plutôt que le composant victory. On n'a ni besoin du couleur ni du nom du joueur, donc on peut se passer de ça. Et on a toujours besoin d'envoyer le redémarrage. Je nettoie un petit peu mon code, voilà, pour retirer ce qui n'est plus utile. Et là, je vais dire que ça sera le draw screen. Impeccable. Donc, on refait un essai. Je pose des pions alternativement sur les deux colonnes. Et on voit bien que c'est John qui a gagné. On a les pions qui sont alignés. Et on a la possibilité de relancer une partie. Et ça nous relance depuis le début. Dernière petite chose que j'ai oubliée, c'est la partie victoire. Donc, il faudrait pouvoir afficher les pions qui ont gagné. Donc, dans notre partie grille, hop, hop, hop. Là, on va revenir dans notre composant grid. On va s'imaginer qu'on peut avoir les winning positions. C'est quelque chose qui va être obligatoire et qui sera un tableau de positions avec les positions en X ou en Y. Je vais alors récupérer ça à ce niveau-là et on va se créer une méthode, par exemple isWinning,
Et on va lui dire que ça prendra un paramètre x qui sera de type number, y qui sera de type number. Et ça nous retournera un booléen en vérifiant si dans les winning positions, on trouve une position qui aurait un x est égal au x passé en paramètre et un y qui est égal au y passé en paramètre. Dans ce cas-là, on peut ensuite utiliser dans notre cell, on va mettre isWinning et on lui dit hop, que c'est la méthode isWinning avec x et y. À la limite, on va mettre ça, on va lui donner la classe active. Donc au niveau de nos cellules, on récupère une nouvelle propriété active qui sera donc un booléen et qui permettra de mettre en avant la cellule si jamais elle est gagnante. Donc ça sera un booléen. Et on précise ici, hop, qu'on rajoutera une classe supplémentaire si l'élément est actif. Donc on rajoutera hop, un espace et on mettra disk-active. Voilà. Alors il a l'air de ne pas être content du tout, donc on va regarder ce qui se passe en console. Et il va dire, ben, moi j'arrive pas à utiliser find sur winning position. Parce qu'effectivement, je ne lui passe pas. Donc au niveau de mon application, lorsque j'utilise la grille, il faut que je lui passe effectivement les winning positions et je peux les extraire depuis notre contexte. Par défaut, c'est un tableau vide et ça réglera cette erreur-là. On joue notre partie classiquement et lorsqu'on a gagné, hop, on voit bien que nos différents éléments ont tous la classe active. C'est pas vraiment ce qu'on voulait. Donc on a dû merder sur la condition. Et effectivement, j'ai mis la classe active à tout le monde. J'ai oublié d'utiliser le booléen. Vous avez dû sauter devant votre écran, je pense. Voilà. Donc je fais ça, j'oublie pas de mettre une petite parenthèse, sinon il va faire n'importe quoi. Et dans ce cas-là, on voit que c'est bien celui-là et les éléments en dessous qui ont la classe active, seulement ceux qui permettent de gagner. Donc il ne me reste plus qu'à faire un petit peu de CSS pour leur donner un style. Donc là, je ne suis pas inspiré, donc on va s'imaginer leur donner une couleur de bordure blanche un petit peu plus prononcée. Donc on va lui dire que lorsque le disque est actif, on veut une bordure supplémentaire, on va mettre 10 pixels et on va la mettre en blanc. Hop. Voilà. À la limite, 10 c'est un peu violent, peut-être 5. C'est pas assez violent, on va mettre 6. On va mettre 8. Voilà. Et là, ça nous met en surimpression les pions qui ont gagné. C'est quand même bien d'avoir un petit retour visuel à ce niveau-là. Et là, on a terminé finalement avec notre jeu. Donc on est capable de jouer à ça hors ligne. On choisit des pseudos, on clique sur démarrer, on démarre et on joue notre partie classiquement. On voit qu'on a en plus des effets visuels, donc c'est plutôt cool. Hop, et dès qu'on a gagné, ça nous le met en surimpression. Donc le gros du travail qu'on a besoin de faire au final, il se situe effectivement dans notre use game. C'est ce hook-là qui pilote les choses et qui nous permet ensuite, dans le reste de nos composants, d'avoir des choses assez faciles à faire. On a juste à faire send ou can en fonction des événements que l'on veut envoyer ou si jamais on veut vérifier si l'utilisateur a le droit ou non de faire les choses. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire exactement comme j'ai fait, d'avoir des composants parents qui envoient les choses aux composants enfants. Vous pourrez ensuite mémoiser ces composants si vous voulez éviter des rendus non nécessaires lorsqu'il y a des nouvelles choses qui sont envoyées. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un useCallback pour éviter de régénérer cette fonction en permanence. Typiquement, la fonction send, elle va juste dépendre du player ID. Donc là, vous pourriez lui dire, en fait, je vais créer une constante send. Le souci, c'est que ça va rentrer en collision avec ça. Donc on va l'appeler send with player, hop, et lui dire de faire un useCallback, hop. Et ce useCallback sera votre fonction. L'avantage, c'est qu'elle dépend seulement du player ID, donc vous lui dites, dès que le player ID change, il faut que tu renvoies ça. Mais par contre, il vous dira maintenant, attends, l'événement, j'aimerais bien que tu me précises ce que c'est. Donc là, moi, je vais lui dire, c'est de type GameContextType, et c'est la méthode send. Comme ça, moi, il ne nous embêtera pas. Et on pourrait faire la même chose sur la méthode can. Donc on va l'appeler can directement. Ça sera un useCallback qui va correspondre au callback can que l'on attend dans notre contexte. Et à l'intérieur, on lui dira, en fonction de l'événement que tu reçois, je veux que tu fasses ça. Le truc, c'est que ça dépend alors à la fois de l'état et du player ID. Donc c'est une fonction qui va changer beaucoup plus souvent finalement que la méthode sendWithPlayer. Et on peut remplacer ces méthodes-là comme ceci. Ça vous permet d'avoir un petit peu moins de rendu. Faites attention parce que dès que vous utilisez useGame, il y aura un nouveau rendu dès que le contexte change. Mais par contre, après, dans les composants enfants, vous pouvez mémoriser pour optimiser les perfs. Et là, on a terminé avec ce système-là.
Donc dans le prochain chapitre, je vous propose d'attaquer un petit peu la partie serveur et on va voir comment mettre en place des sessions utilisateurs. L'idée, c'est que lorsqu'un joueur choisit un pseudo, il va automatiquement se connecter au serveur et ensuite on veut que s'il réactualise la page, ça lui donne toujours le même player ID et toujours le même nom pour pas qu'il ait besoin de le re-rentrer systématiquement. Donc on va mettre en place pour cela un petit système de session basé sur le local storage sans forcément de persistance et on verra le début de la mise en place du serveur. Donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre, juste après avoir fait un petit commit. On va peut-être vérifier une chose avant, c'est est-ce que notre projet build, donc on fait un pnpm run build, parce que des fois mon éditeur ne fait pas forcément une vérification aussi poussée. On voit que là il y a un petit problème, dans le is winning, il ne s'attend pas à ce que active soit undefined. Effectivement, hop, au niveau de ma grille, hop, là la partie is winning, elle est où? Hop. Ça va nous renvoyer quelque chose ou undefined et je veux renvoyer un boolean. Voilà, donc là normalement ça devrait résoudre ce souci-là. Pensez à vérifier les types, c'est important parce que sinon c'est un peu dommage de les utiliser si c'est pour les ignorer. Donc je vérifie, je n'ai pas de fichiers qui me semblent anormaux. Idéalement, il faudrait vérifier individuellement chaque fichier pour voir si on n'a pas laissé de problème. Et là, on va mettre offline game. Et c'est toujours quelque chose qui concerne le front. Et on commit. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.